a très bien répondu par rapport au cas que je lisais de monsieur Nintendem Tiwa Jacques. Je vais continuer sur son exemple. Monsieur Jacques Nintendem Tiwa était un ancien dirigeant du Parlement estudiantin au début des années 90. Ce mouvement revendiquait de meilleures conditions d'études pour les étudiants. En 1992, comme bon nombre de ses camarades, il avait dû fuir le Cameroun sous la répression. Après un exil en Afrique de l'Ouest, entre 1992 et 2003, il avait décidé de rentrer au pays. Il était marié et avait 2 enfants. La famille du défunt n'a pas porté plainte de peur des représailles éventuelles. Elle a préféré simplement déménager après avoir reçu les coups de fil anonymes. Un commentaire? Pour ceux qui nous écoutent, je vais expliquer ça en français parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter. Le Parlement, pendant les années 90, il fut, lorsqu'il y a eu des troubles, il y a un front uni qui s'est déclaré, qui s'est créé à l'université de Yaoundé 1, Ngouaikele, qui était la seule université d'alors. SOA a été créé bien après. Ça, c'est notre histoire. Donc, nous devons la connaître. Et le Parlement estudiantin, avec beaucoup de noms, les Wanto, Nintendem et autres, était pour les revendications estudiantines qui comportaient le non-paiement des frais estudiantins de 50 000 qui avait été institué par Edzwa Titus. Et alors que le Parlement était ce groupe-là qui portait les revendications et qui tenait tête au pouvoir de Yaoundé, vu que la masse estudiantine était énorme, vu que du fait que l'université de Yaoundé, autant pour moi, était la première université du pays. Et vous pouvez voir le nombre d'étudiants qu'il y avait. Il a donc été créé pour contrecarrer le Parlement estudiantin un autre groupe qui s'appelait Autodéfense. Le groupe Autodéfense avait été créé en réponse au Parlement estudiantin, mais c'est là où ça devient intéressant. Il avait été créé sous la forme ethnique. Donc des étudiants du campus de Yaoundé 1 qui faisaient partie du Parlement estudiantin, certains avaient été approchés et d'autres qui ne faisaient pas partie du Parlement estudiantin avaient aussi été approchés pour être ayant été séduits par la fibre tribale. Vu que les meneurs, la majorité des meneurs, c'était mixte, un peu comme l'UPC d'avant eux, comportaient tous les groupes ethniques, mais ceux qui portaient de manière plus virulente les revendications de tous les étudiants étaient ressortissants de l'Ouest Cameroun. Donc, le secrétariat général à la présidence de la République, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Administration territoriale ont décidé de commun accord de créer l'autodéfense
sous la base ethnique Beti-Bolo. Donc, des revendications sociétales et politico-sociales se sont transformées en lutte clanique et ethnique au sein de l'université, ce qui avait pour but de noyer le poisson. Donc, et pour ceux qui aimeraient connaître plus sur ce qui s'était passé dans ces années, vous pouvez lire des articles de presse de Pius Ndiaye, du Messager, ou alors de la Nouvelle Expression, et vous allez en savoir plus sur ce qui s'était passé dans ces années et pourquoi certains de nos aînés sont au Canada et ailleurs. Je continue la lecture. Progressons. Arrestation et détention arbitraire ciblée. Près de 3000 arrestations parmi la population civile, dont un certain nombre de mineurs, ont été enregistrées durant les événements de fin février 2008. Dans la province du Littoral, environ 2000 personnes ont été arrêtées et dans la province de l'Ouest, au moins 384, entre parenthèses, Bafoussam 213, Bafang 85, Tchang 65, Banjoun 4, Baham 17. Les arrestations ont commencé le lundi 25 février 2008, puis se sont intensifiées au cours des journées du mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 et du vendredi 29 février 2008. Certaines personnes ont été arrêtées en flagrant délit de pillage ou de recel. Mais la très grande majorité des personnes interpellées l'ont été arbitrairement, en groupe, au cours de rafles dans la rue. Le délit de faciès, entre parenthèses, jeunes en groupe, mal habillés, short ou torse nu, semble avoir été le critère qui a le plus prévalu dans les milliers d'arrestations opérées. Des enfants d'à peine plus d'une dizaine d'années, en uniforme au seul prétexte qu'ils étaient jeunes ou qu'ils avaient été dénoncés. Here we are talking about collaborationists, ceux qui pointent du doigt les maisons au quartier et qui parfois sont dans des manifestations avec vous mais servent plutôt d'agents dormants. Ces personnes ont par la suite été condamnées pour flagrant délit de pillage. Afin d'arrêter des jeunes pour des infractions de flagrant délit, les forces de l'ordre ont fabriqué des preuves à plusieurs reprises et en différents lieux. Des jeunes circulant en ville étaient par exemple contraints de se dévêtir en partie, puis de se rouler dans la poussière de la cendre résultant des feux allumés sur la chaussée. Ils étaient ensuite soit embarqués manu militari, soit relâchés après avoir été battus, puis de nouveau arrêtés par d'autres forces de l'ordre du fait de leurs accoutrements. Les personnes interpellées ont été détenues en majorité dans des centres de détention improvisés, unités de gendarmerie, de police et de l'armée. À Douala, un certain nombre de casernes ont ainsi servi de centres de détention. Légion de gendarmerie à Bonanjo, escadron de gendarmerie de Mbopi, brigade de recherche de la gendarmerie, groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral GMI, division provinciale de la police judiciaire du littoral PJ, base navale militaire, etc. Les familles n'ont pas été prévenues de l'arrestation de leurs enfants et ont dû rechercher par elles-mêmes des informations sur les lieux de détention.
montrer une image. Ici, vous voyez des personnes arrêtées, des jeunes qui ont été de manière contraignante mises. Elles se sont assises par terre, se sont fait asseoir par terre, déshabillées au soleil et autres. Progressons. Il faut préciser que c'est des sévices corporels qui sont interdits par la loi camerounaise. Effectivement. Il est toujours à donner le lait aux policiers. Voici un autre. Jean-Paulin Noukwa, hôpital à Quintigny à Douala, ayant reçu sûrement une balle à l'abdomen ou alors était victime de sévices corporels ou de torture. Nous allons savoir dans la lecture. En fait, je n'ai pas voulu faire de lecture, de commentaires suite à sur la partie précédente, là où tu présentais le responsable du Parlement et étudiantin. Parce que ça aurait été une simple répétition, parce que je l'ai déjà dit, ces gens-là, même avant qu'il y ait une manifestation que eux-mêmes ont prévue, ils ont des objectifs, ils ont des cibles à atteindre, quel que soit, quel que soit je ne sais pas, quelle que soit l'opportunité qu'ils ont, ils ont des objectifs à atteindre. Donc, les soi-disant balles perdues qu'on entend souvent dans les manifestations ne sont pas forcément des balles perdues. Ça, c'est clair, c'est évident. Progressons. Torture, torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants. Au cours des événements de fin février 2008, de nombreuses personnes ont fait l'objet d'actes de torture. Les forces de l'ordre ont arrêté avec violence un certain nombre de personnes dans la rue ou au cours de rafles. Une fois que ces personnes étaient immobilisées, elles ont de nouveau subi des coups et des bastonnades jusqu'à, pour certaines, en perdre la vie ou perdre l'usage d'une partie de leur corps. Au cours d'une expédition punitive à la cité universitaire de l'université Yaoundé 1, dans la nuit du 27 février, au moins 5 étudiants ont été victimes de mauvais traitements de la part de militaires entraînant des blessures à la tête et aux jambes. Pardon. Ces faits contreviennent aux standards internationaux de lutte contre la torture auxquels le Cameroun est partie, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, PIDCP, qui stipule dans son article 7 que, je cite, « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Fin de citation. Et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui demande à tous les États membres de prendre des mesures effectives afin d'empêcher la perpétration d'actes de torture. Non prise en charge des blessés par les autorités. De nombreuses personnes ont été touchées par balle et auraient dû recevoir des soins médicaux immédiats. Toutefois, les forces de l'ordre n'ont pas rempli leur obligation d'assurer une assistance médicale aux personnes blessées et d'informer les membres de leur famille. La population a assumé seule la responsabilité du transport des blessés
jusqu'au centre hospitalier. Du fait de cette absence de prise en charge des blessés par les autorités, plusieurs personnes sont mortes des suites de leurs blessures. Rançonnement de la population par les garants de l'autorité publique. Un certain nombre d'éléments des forces de l'ordre, indisciplinés et sous-payés, ont également participé au pillage de biens privés. Argent, téléphone portable, sacs de riz et sucre, etc. et au rançonnement des personnes interpellées dans le but de se faire un peu d'argent à l'occasion de ces événements. De nombreux parents ont ainsi été soumis à des marchandages incluant de fortes sommes d'argent de la part des éléments des forces de l'ordre, en échange de la libération de leurs enfants. Un business macabre s'est par ailleurs opéré dans la plupart des morgues. Le personnel mortuaire a profité de la douleur et de la détresse des familles de victimes ou de disparus pour les rançonner. À la morgue de l'hôpital La Quintini, outre les habituels frais de morgue, des familles ont dû payer au personnel des sommes allant de 10 000 à 50 000 francs CFA pour identifier les corps de leurs proches. Violation des droits à la liberté d'expression, d'opinion et d'information. Attaques contre des leaders d'opinion et des hommes politiques. Outre l'attaque de la voiture du dirigeant du SDF par les forces de l'ordre à Douala le 13 février 2008 et les multiples arrestations de Mbouamassok, l'arrestation de l'artiste Joe De Vinci Kamini, dit Joe la Conscience, son fils a été tué par balle le 27 février 2008 à Loum, est symptomatique des intimidations et autres actes de harcèlement orchestrés par les autorités pour faire taire les leaders d'opinion et les hommes politiques de l'opposition qui se sont opposés au projet de réforme constitutionnelle. L'artiste Joe La Conscience a été arrêté le 1er mars 2008 devant l'ambassade des États-Unis à Yaoundé par des gendarmes alors qu'il menait une grève de la faim contre la révision de la Constitution. Il a été jugé et condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme et à 50 000 francs CFA d'amende. Censure de médias et attaques contre des journalistes. Tout au long des événements de février 2008, les autorités camerounaises ont continuellement exercé des pressions sur les médias dès lors qu'ils ne relayaient pas l'information officielle à propos des violences et du projet de modification constitutionnelle. Le 21 février 2008, un arrêté du ministre de la Communication, Biti Biessam, a ordonné la suspension de la chaîne de télévision privée Equinox TV, émettant à Douala au motif que la chaîne ne s'était pas acquittée de la caution de 100 millions de francs CFA, environ 150 000 euros, qui conditionne l'obtention d'une licence d'exploitation. Les locaux de la radio et de la télévision ont été mis sous scellé par des officiers de police qui ont ordonné aux journalistes de quitter les bâtiments. Depuis la libéralisation du secteur audiovisuel intervenue en 2005, aucune chaîne de télévision ou station de radio n'a encore rempli toutes les formalités imposées par le gouvernement. L'invocation de raisons financières pour justifier la suspension d'Equinox TV apparaît donc comme un prétexte pour museler un média qui ne relaie pas la ligne officielle. À plusieurs reprises, Equinox TV avait diffusé des débats et des interviews de personnes opposées à la réforme constitutionnelle
et à la suppression de la clause de limitation du nombre de mandats du président de la République. La chaîne avait également diffusé des images montrant des forces de sécurité en train de frapper des sympathisants de l'opposition lors d'une manifestation contre le projet de réforme constitutionnelle à Douala. Avant sa suspension, Equinox TV avait déjà reçu de la part des autorités administratives de Douala et de Yaoundé des remontrances et des menaces. Petite interlude, petite note. Le 27 février, Lambert Ngwafo, journaliste à AITV RFO, reçoit un appel anonyme sur son téléphone portable lui demandant de, entre guillemets, je cite, cesser de salir l'image du Cameroun à l'étranger. Fin de citation. Son interlocuteur lui dit de faire, entre guillemets, très attention s'il continue à envoyer des images dégradantes du pays. Cette menace se réfère à des images des manifestations que le journaliste a fait parvenir au groupe France Télévisions et qui ont été reprises sur TV5. Le 28 février, le ministre de la Communication a convoqué à Yaoundé les directeurs de publication des journaux privés dans son cabinet pour leur enjoindre de, entre guillemets, faire preuve de responsabilité et ne pas publier des informations qui mettraient de l'huile sur le feu. Ainsi, mis en garde, la plupart des médias et journalistes ont montré une très grande prudence quant au suivi des affrontements passés ou en cours. Le même jour, une dizaine de gendarmes ont pénétré sans mandat dans les locaux de la radio privée Magic FM à Yaoundé et ordonné sa fermeture. Les forces de l'ordre ont confisqué le matériel de diffusion en disant aux journalistes qu'ils avaient été irresponsables en laissant les auditeurs analyser le discours du chef de l'État. La veille, peu après l'intervention télévisée du président Paul Biya, Magic FM avait organisé un débat au cours duquel le président avait été sévèrement critiqué quant à la gestion de la crise et quant à sa volonté de modifier la Constitution. Le matin du 28 février, dans l'émission Magic Attitude, certains auditeurs avaient estimé que le discours du chef de l'État prononcé la veille et dans lequel il promettait d'utiliser, entre guillemets, tous les moyens légaux pour rétablir l'ordre était plus belliqueux qu'apaisant et qu'il ne répondait pas aux attentes des populations. Le propriétaire de la radio Grégoire Bida Nzana et le présentateur de l'émission incriminée Jules Elobo ont été entendus par la gendarmerie. Les journaux privés majoritairement imprimés à Douala n'ont pas pu paraître durant ces journées d'émeute. Monsieur Polycarpe Essomba, correspondant de Radio France Internationale à Douala, a été forcé de rentrer dans la clandestinité pendant plusieurs jours à la suite de menaces que sa famille et lui-même ont reçues. Enfin, 4 journalistes couvrant les manifestations sur le terrain à Douala ont été agressés par des agents des forces de l'ordre. Il s'agit Monsieur David Nou, rédacteur en chef délégué du quotidien privé La Nouvelle Expression, Monsieur Patient Ibouele, correspondant du quotidien privé Le Jour, et Madame Yvonne Katiken, journaliste de Canal 2 International, ont été agressés dans les rues de Douala par des agents des forces de l'ordre. Monsieur Eric Golf Kwachou, caméraman de la chaîne privée Canal 2 International, en plus d'être brutalisé, a été
brièvement détenu le 27 février par des agents du groupement mobile d'intervention GMI. Sa caméra a été détruite et il n'a pas été libéré sa caméra a été détruite et il n'a été libéré que contre le paiement sans reçu d'une caution de 56 000 francs CFA, environ 83 euros. Les passages à tabac de journalistes, les intimidations et les censures de médias ont été dénoncés par le syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, et les organismes de veille médiatique internationale, comme Reporters sans frontières RSF et la Fédération internationale des journalistes FIJ. À la suite des déclarations condamnant les attaques contre les journalistes, M. Jean-Marc Sobot, premier secrétaire national du SNJC, a reçu des menaces des forces de sécurité. Equinox TV, Equinox FM et Magic FM ont été réouverts en juillet 2008 après plus de 6 mois de suspension. Menaces à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme. Pour avoir dénoncé les violations des droits de l'homme perpétrées fin février 2008 dans les médias internationaux et pour avoir entrepris des enquêtes, Madame Madeleine Affité, présidente de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture littorale, ACAT Littoral, et de la Maison des droits de l'homme du Cameroun, MDHC, a été intimidée à plusieurs reprises en mars 2008. Sa voiture a été saccagée dans la nuit du 5 au 6 mars 2008. Madame Madeleine Affité a clairement été intimidée pour avoir fait et continuer à faire son travail de défenseur des droits de l'homme, reconnu par les dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998. Selon l'article 12.2 de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme, l'État camerounais aurait dû prendre, entre guillemets, toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente déclaration. Or, le 7 mars 2008, Madame Madeleine Affité a été dénigrée sur Cameroon Radio and Television, CRTV, média public, lors du journal de 13 heures par François-Marc Mozom. Je cite, « Une inconnue sortie de nulle part, une femme qui se prétend défenseur des droits de l'homme et qui se fait entendre sur le plan international alors qu'elle ne dit rien de vrai. » Fermez les guillemets. Moi, je me pose la question, peut-être dans la suite de la lecture, où était le rédac? Ou bien à cette époque-là, il n'y avait pas encore. Où était le fameux rédac d'aujourd'hui de MOM? Ou bien son travail, c'est seulement de s'occuper des tchélés? Je me pose aussi la même question. Pour rappel, M. François-Marc Mozom est détenteur d'un PhD avec pour intitulé « Les silences présidentiels ». Bien sûr. En tout cas, moi, en fait, de ce qu'il en ressort de la lecture, moi, je fais un constat que depuis très longtemps, la société civile est muselée, mais pas seulement muselée, mais elle est molestée et torturée au jour le jour. Et quand besoin en est, on passe même
soit l'élimination physique ou bien l'intimidation physique. Donc, à partir de là, il faudrait que ça ouvre les yeux à la plupart des Camerounais de se dire, ah, le rédac de MOM va nous aider. On a quand même laissé porte-parole. La société civile au Cameroun est presque inexistante. Ça c'est même pour atténuer, pour ne pas dire qu'elle n'existe même plus. Ce qui reste au Cameroun, c'est un peuple indigné. Il ne peut rester d'autre qu'un peuple indigné. Parce que toutes ces structures-là ont tous leurs failles institutionnelles et ces failles-là sont facilement exploitables par le régime en place. Vous avez vu le motif qu'on a sorti à Canal 2, par exemple, qu'ils n'avaient pas payé les cautions de 100 millions. Parce que, justement, on met tous les éléments en place pour que ces gens-là soient en infraction. Et le moment venu, faire pression sur eux, d'une manière ou d'une autre, légalement comme illégalement. Donc, compter aujourd'hui sur la société civile camerounaise, c'est être totalement abruti. C'est clair. C'est à Equinox qu'on a opposé le paiement des droits de publication, les 100 millions. Ok, progressons. D'autres défenseurs des droits de l'homme ont été inquiétés et dénoncés comme étant des instigateurs des émeutes, notamment Philippe Ndiarou, directeur de Friends of the Press Network, du fait de ses activités de défense des droits des populations victimes d'abus et de violences à Kumba. Zambo Amugu, Nzana Olongo, Mbom Mefe, Isiga Benoît et Zachary Mendogo, syndicalistes du fait de leurs revendications en faveur de véritables négociations du prix des carburants à la pompe. Détention arbitraire et mauvaises conditions de détention. Surpopulation, insalubrité, promiscuité, maladie, sous-nutrition, malnutrition, violence, insuffisance du personnel d'encadrement, manque de formation des personnels pénitentiaires. 2 points. Les conditions désastreuses de détention dans les prisons centrales camerounaises s'apparentent à des traitements inhumains et dégradants qui violent les principes des Nations Unies concernant l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus. Les décès de prisonniers sont courants. Le 7 mars 2008, 4 décès ont ainsi été enregistrés à la prison centrale de Yaoundé en une seule journée. Avec les rafles et arrestations de février 2008, ce sont plusieurs milliers de jeunes qui ont été incarcérés, faits qui ont contribué à dégrader davantage les précaires conditions de détention. Parmi eux, de nombreux mineurs condamnés à des peines d'emprisonnement pour des délits pourtant non passibles de prison. Avant de continuer, je vous conseille à ceux qui nous écoutent, pour connaître avec une pointe d'humour les conditions carcérales au Cameroun, vous pouvez vous procurer le livre de Pius Ndiaye, De regretter mémoire, le bloc-notes du bagnard. C'est un livre d'à peine 90 pages dans lequel il relate ses conditions de prison jour après jour et avec une pointe d'humour, de sarcasme et parfois d'ironie, il nous fait découvrir l'univers carcéral avec ses méandres, ses hauts et ses bas. Donc, pour ceux qui auront du temps, cherchez le bloc-notes du bagnard de Pius Ndiaye, De regretter mémoire. Selon le Code de procédure pénale camerounais, entré en vigueur en 2007, les mineurs âgés de 14 à 18 ans ne peuvent être incarcérés qu'en cas de crime et ceux de moins de 14 ans qu'en cas de meurtre.
Or, de nombreux mineurs ont été incarcérés pour écart de conduite, entre guillemets, ce qui est normalement interdit par la loi. Je reprends ce paragraphe. Selon le Code de procédure pénale camerounais entré en vigueur en 2007, les mineurs âgés de 14 à 18 ans ne peuvent être incarcérés qu'en cas de crime et ceux de moins de 14 ans qu'en cas de meurtre. Or, de nombreux mineurs ont été incarcérés pour, entre guillemets, écart de conduite, ce qui est normalement interdit par la loi. À la prison centrale de Douala, les jeunes prisonniers de février 2008 vivent dans des conditions particulièrement déplorables. Ils dorment, On voulait faire d'eux un exemple pour le reste des générations qui venaient. effectivement, ils dorment à même le sol, dans la cour centrale, au gré des intempéries. Cet établissement conçu pour accueillir un maximum de 800 détenus abritait plus de 3825 personnes au 10 mars 2008, alors que cet effectif était inférieur à 3000 le 25 février au matin. Je m'arrête d'abord là. Faites les maths. Cet établissement conçu pour Répète, s'il te plaît. Oui, je répète pour que les autres même qui écoutent font les maths. Cet établissement conçu, la prison centrale de Douala, qu'on appelle Nebel, pour accueillir un maximum de 800 détenus, abritait plus de 3825 personnes au 10 mars 2008, alors que cet effectif était inférieur à 3000 le 25 février au matin. Ça veut dire qu'ils ont incarcéré plus de 1500 personnes. Effectivement. Effectivement. Mais quel est le traumatisme qu'ils ont, que ces 1500 personnes euh, maintenant sont en train de... En fait, les 1500 personnes, ils sont forcément traumatisés de ce moment-là et ils évoluent dans la société camerounaise actuellement. Oui. Continue la lecture, frère. Voilà, on est en train de... En fait, le processus de servitude volontaire. Ça, c'est un des mécanismes. L'oppression par la violence brute. Ça, c'est Orwell, George Orwell, le ministère de la pensée. Ministry of Thought. Yep, c'est ça. Continue la lecture, frère. En 2003, le Comité des Nations Unies contre la torture a recommandé que les mineurs détenus dans les prisons du Cameroun soient séparés des adultes ou que l'État construise des prisons spécialement destinées à les accueillir. Notre enquête n'a pas établi l'existence de telles structures. Des systèmes de séparation entre mineurs et adultes existent, mais sont inefficaces. Les détenus mineurs ont régulièrement des contacts avec les détenus adultes. Je vous montre une procession du jeune entrant au tribunal de première instance pour que vous voyez. Voilà des personnes qui avaient été arrêtées et qui vont au tribunal pour attendre leur jugement. Ok, mais si on s'arrête seulement sur cette photo et le contexte, est-ce que ce n'est pas un acte de torture que de présenter ces citoyens camerounais sous la forme qu'ils ont actuellement? C'en est un. Et vous voulez connaître plus des policiers de police?
C'est exactement ça, FHK. C'est l'endocolon qui est en train de reproduire les façons de faire du colon. Il faut dégrader l'individu en le laissant torse nu les intempéries. Il est à la merci des intempéries, il est à la merci de la vue de tout le monde. C'est extrêmement dégradant comme condition. Quand on met quelqu'un sous cette forme-là, c'est justement pour dégrader le côté humain de la personne. On sait qu'un humain se vêtit pour aller dans des endroits sérieux, mais quand eux, on leur fait arriver dans ces endroits haillons comme de vulgaires esclaves, alignés comme tu les as vus et enchaînés là, ça te rappelle directement l'époque de l'esclavage. Directement, c'est l'époque de l'esclavage qui te vient en tête, ça réveille tous les traumas. Right, HK, the human zoo, les zoos humains. Progressons. Prochain intitulé, chapitre, les dysfonctionnements de la justice camerounaise. Avant de lire, je vous présente encore une image dans une salle d'audience du tribunal de première instance du Douala. Voilà des personnes attendant leur jugement. Those are prisoners waiting for their trial. Procès expéditif et déni de justice. Procès expéditif et déni de justice. Alors que la justice camerounaise est connue pour sa lenteur, les procédures judiciaires engagées à l'encontre des présumés émeutiers de février 2008 ont été rapidement mises en œuvre au cours d'audiences spéciales, entre guillemets flagrant délit. Les prévenus, amenés par groupe d'environ 5 à 10 personnes, ont été, pour certains, présentés à la justice à peine quelques heures après leur arrestation. Certaines audiences avaient une durée ne dépassant pas 5 minutes et se succédaient à un rythme déconcertant, violant conséquemment plusieurs dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et mettant à mal les droits de la défense et les principes du débat contradictoire ainsi que de la présomption d'innocence. Doivent notamment être dénoncés l'absence d'informations données aux prévenus sur leur droit de se faire assister par un avocat ou de garder silence lors des auditions, lorsqu'elles auront eu lieu, autant pour moi, ce qui va à l'encontre des dispositions de l'article 116 alinéa 3 du Code de procédure pénale qui stipule, je cite, « L'officier de police judiciaire est tenu, dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et, sous peine de nullité, d'informer le suspect de son droit de se faire assister par un conseil ou de son droit de garder silence. » Fin de citation. L'absence... Ouais, Dans ta lecture m'a fait monter beaucoup de colère, mais je pouvais la libérer maintenant. Parmi le corps de métier que je déteste le plus au Cameroun, il y a les avocats. Pour ne pas dire que c'est le premier corps de métier après la police que je déteste le plus au Cameroun. Parce que justement, ce sont des Camerounais que véritablement dans la vie, ils ne servent à rien.
Je dis, c'est des gens qui ne servent à rien dans une société. Ils n'auraient même pas dû naître. Donc, si c'est qu'il y